Donc, Madame Sandrin, qui va nous parler des objectifs et de la démarche en éducation thérapeutique, qui fait partie de l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique. Ça doit être ça. Comment je fais après ? Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis donc médecin de santé publique et je dirige l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique. Et à ce titre, je passe beaucoup de temps sur le terrain à accompagner des équipes pour l'aide à la mise en place de l'éducation thérapeutique ou de son évaluation, etc., ou de dépôt de programme, ou pas d'ailleurs. Alors, ce que je vous propose là, donc, c'est parler des objectifs et de la démarche. Et pardon, je vais peut-être être un peu iconoclaste vis-à-vis des programmes d'éducation thérapeutique. Parce qu'en fait, ce dont je vais parler, c'est de l'éducation thérapeutique et pas spécifiquement des programmes d'éducation thérapeutique. On va essayer de revenir à l'éducation thérapeutique en tant que telle. Alors, il y a plein de définitions qui traînent partout de l'éducation thérapeutique, et finalement, elles sont toujours construites un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est dit des activités, de la démarche qu'on fait. Ça consiste à, l'éducation thérapeutique, ça consiste à, et puis, généralement, on nous dit aussi dans quel but, avec quelle finalité, quels objectifs. Donc, l'éducation thérapeutique, ça consiste à, dans le but de. Alors, on va remonter à il y a 20 ans. L'OMS donc, a publié un document autour de l'éducation thérapeutique et j'ai mis en deux colonnes à gauche donc, les objectifs que l'OMS attribue à l'éducation thérapeutique et puis à droite la démarche qu'elle préconise. Donc pour ce qui est des objectifs, vous voyez que ça commence par comprendre la maladie et le traitement du point de vue du patient, que le patient acquiert des capacités, des compétences, qu'il coopère avec les soignants. Donc là, on est déjà dans l'idée d'une forme de relation partenariale, soignant-patient. Et puis les trois derniers objectifs parlent de la vie. Vivre de manière optimale avec sa maladie, c'est-à-dire vivre au mieux avec sa maladie, vivre plus sainement, donc là on va carrément du côté de la santé, et puis maintenir ou améliorer sa qualité de vie. Et là, plus on descend dans la liste et plus on élargit la focale, si je puis dire. Et donc ce sont tous les objectifs qu'assigne l'OMS à l'éducation thérapeutique. Quant à la façon d'atteindre ces objectifs, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en premier lieu, c'est un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient. Et j'y reviendrai, sur centré sur le patient. Mais déjà, vous voyez que ce qu'elle nous dit en premier lieu, il n'est pas question de programme. Il est question de quelque chose qui est incorporé aux soins et qui dure aussi longtemps que les soins. Et quand on est dans la maladie chronique, c'est long. Et non pas dans une logique de programme avec un début et une fin. Elle ajoute, l'OMS, dans sa grande sagesse, qu'il peut y avoir dans l'éducation thérapeutique des activités organisées. Alors, qu'elle qualifie à l'époque de sensibilisation, d'information, d'apprentissage de l'autogestion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les auto-soins, de soutien psychologique. Mais voilà, je vous montre cette diapo parce que je vais m'y référer dans la suite de mon exposé. Alors maintenant, on passe quelques années plus tard et on regarde ce qu'a mentionné la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations publiées en 2007. Alors j'ai laissé sur la gauche exactement les mêmes objectifs puisqu'en fait, la HAS se réfère à la définition de l'OMS, même si elle la reformule un peu à sa sauce, mais en gros, elle dit, voilà, l'OMS a défini l'éducation thérapeutique et elle se réfère aux mêmes objectifs, donc j'ai laissé les mêmes. Par contre, pour ce qui est de la démarche, c'est là qu'on voit apparaître l'idée d'une structuration en 4 étapes. Et cette structuration en 4 étapes, elle va nourrir finalement tous les textes officiels qui sont parus derrière. Il en a été question dans l'exposé précédent, diagnostic éducatif, etc., un certain nombre de séances, et puis l'évaluation. Et donc, on nous dit quoi ? Diagnostic éducatif avec mise en évidence des besoins pédagogiques, psychosociaux et médicaux. On nous parle d'un programme personnalisé avec des compétences à acquérir et des priorités d'apprentissage. Ensuite, on nous parle de séances individuelles et collectives, méthodes et techniques participatives d'apprentissage. Et on nous parle d'évaluation des compétences acquises.
J'attire votre attention sur le fait que dans cette façon de présenter les choses, il s'est opéré une forme de réduction des objectifs de l'éducation thérapeutique. Et que finalement, dans cette démarche en 4 étapes, ce dont il est question, c'est essentiellement les 2 premiers objectifs. Comprendre la maladie et le traitement, acquérir des capacités et des compétences. Et on a tendance, me semble-t-il, dans toutes les activités qui se sont développées depuis et dans tous les textes officiels et les démarches administratives, finalement, de réduire l'éducation thérapeutique à quelque chose qui est du côté de l'apprentissage et de l'acquisition de compétences et non pas de l'aide à la vie, si je puis dire. Alors, voilà ce qu'on observe, me semble-t-il. En tout cas, voilà ce que j'observe en allant beaucoup sur le terrain. Et j'ai moi-même pratiqué l'éducation thérapeutique auprès des patients atteints de maladies chroniques dans un service hospitalier. Ce qu'on observe, me semble-t-il, c'est finalement, j'appelle ça le piège de la facilité. Pourquoi ? Parce que finalement, cette démarche en 4 étapes telle qu'elle nous est proposée, elle est assez en miroir d'une démarche clinique traditionnelle. Voilà ce que je veux dire. On va parler d'une consultation habituelle. Consultation médicale. On va dire, vous savez, dans les livres pour enfants, genre Petit ours brun, par exemple, Petit ours brun est malade. Vous savez, dans toutes les séries de petits livres pour enfants, il y a comme ça le chapitre « Il est malade ». Alors, quand Petit ours brun, et je trouve que c'est intéressant ces livres pour enfants parce que ça nous donne finalement une représentation de comment on conçoit habituellement dans le grand public la consultation médicale, enfin le fait d'être malade et de recourir aux soins. Donc, consultation habituelle. Alors, Petit ours brun est malade, il va chez le médecin avec sa maman. Alors, le médecin, bien sûr, il interroge Petit ours brun et la maman. Petit ours brun, il a mal à la gorge. Alors, il regarde sa gorge, il l'examine, et à partir de là, il va poser un diagnostic, le médecin. Tu as une angine, Petit ours brun. Et puis, en fonction du type d'angine et tout ça, il va prescrire des médicaments, il va prescrire des soins, des conseils. Tu mettras une écharpe autour de ta gorge, je sais pas, tu boiras beaucoup d'eau, tu resteras au chaud, j'en sais rien. Généralement, on voit arriver là l'infirmière qui pratique les soins, et généralement, l'infirmière, elle fait une piqûre. Donc, on sait que l'infection doit être assez sérieuse. Et on est dans Petit ours brun, donc le patient prend les médicaments, sa maman est là pour le lui rappeler, et puis il essaye de suivre les conseils. Et finalement, quand il retourne chez le médecin vérifie que tout va bien, et ma foi, Petit ours brun guérit. Schéma classique d'une démarche clinique habituelle. Alors, il me semble qu'on peut mettre ça en miroir de certaines formes d'éducation thérapeutique que moi j'ai tendance à appeler le TP Canada Dry. Alors excusez-moi pour les gens jeunes qui peut-être connaissent moins le Canada Dry que les gens de ma génération, mais vous savez, c'est le Canada Dry, ça a la couleur de l'alcool, l'odeur de l'alcool, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas de l'alcool. Et moi je trouve qu'il y a une forme de pratique de l'éducation thérapeutique qui a tous les mots de l'ETP, qui obtient même l'autorisation de l'ARS et qui pour moi n'est pas de l'ETP, en tout cas est de l'ETP Canada Dry. C'est-à-dire, le médecin interroge le patient. Alors, comme on est dans l'éducation thérapeutique, on élargit. On va s'intéresser à, vous savez, ce qu'il fait, ce qu'il vit, dans le cadre du diagnostic éducatif. Donc, il établit un diagnostic éducatif, comme dans la colonne de gauche, il a établi un diagnostic d'angine. C'est-à-dire que le médecin identifie les compétences que le patient doit acquérir. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est écrit tel quel dans les recommandations de l'AHS. Il prescrit des séances d'éducation thérapeutique, parce que dans la loi, je vous rappelle qu'il est mentionné que le médecin prescrit l'éducation thérapeutique. L'infirmière, parce que c'est souvent l'infirmière, utilise des méthodes pédagogiques interactives et variées pour favoriser les apprentissages qui ont été, prescrits, si je puis dire. Le patient participe aux séances, en principe, on a vu juste avant que c'était pas si simple que ça, et puis il essaye de suivre les conseils. Le médecin vérifie l'efficacité de l'éducation en faisant remplir un questionnaire qui généralement est non acquis, partiellement acquis, totalement acquis. Voilà, et le patient continue à faire ce qu'il peut. Alors, pour moi, c'est un peu le piège, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon simple de dire, finalement, l'éducation thérapeutique, c'est rien d'autre que la même chose que ce qu'on faisait, simplement sur un champ un peu plus large, voilà, mais
Le médecin continue à diagnostiquer, à prescrire, l'infirmière à administrer les soins, et puis on évalue tout ça, et finalement, voilà, tout va mieux. On peut le figurer un petit peu comme ça, quoi. Un soignant très docte, enfin, soyez responsable, faites ce que je vous dis. À supposer que la meilleure façon d'être responsable, ce soit de faire ce qu'on vous dit de faire. C'est discutable. Et puis le patient, avec son bonnet d'âne, je fais ce que je peux. Je vais illustrer mon propos de quelques témoignages recueillis dans le cadre d'entretiens approfondis avec des patients. J'avais vraiment le souci de bien faire. Et quand j'arrivais devant le médecin qui disait « Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? Ça ne sert à rien de diminuer d'une dose, il fallait diminuer de 2 unités. » Et je me suis vue sortir de consultation en étant brisée et en pleurant, alors que je faisais le maximum. Alors j'ai pris un tout petit extrait de cet entretien qui est beaucoup plus long, mais où cette personne témoigne de tous les efforts qu'elle faisait. Et quelque part, ce qu'elle nous décrit, c'est à un moment une impasse relationnelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve piégé dans une relation avec le patient qui n'est sans doute pas la plus productrice d'éducation ou d'autonomie. Les compétences de Maxime. Quand j'étais à la JD, donc un jeune patient diabétique, si je n'avais pas envie de faire du vélo, je mettais un coup d'alcool nettoyant sur la bandelette urinaire. Ça mettait de l'acétone, donc forcément pas de sport. D'ailleurs, les bêtises, je les ai beaucoup apprises en colo à JD. C'est là-bas que j'ai appris tout ce qu'on pouvait faire en triche. Par exemple, on se mouille le doigt avant de faire son dextro. Ça dilue le sang. Il y a une glycémie qui est divisée par 2, voire plus. Il y a pas mal de combines qu'on peut faire. C'est intéressant aussi en termes d'impasse relationnelle. Enfin, ce que j'appelle l'impasse relationnelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment piégé dans quelque chose, voilà, on parle de triche, on parle de raconter des bobards pour obtenir ce qu'on veut. Il me semble qu'on est bien loin de ce qu'on espère dans une coopération soignant-patient. Je vous rappelle, c'est un des objectifs de l'éducation thérapeutique, normalement. Et sans doute pas de se retrouver comme ça, piégé dans une espèce de triche, de mensonge, etc. Autre témoignage, la qualité de vie. Vous vous souvenez, la qualité de vie, ça fait partie des objectifs. Une chose importante a été la rencontre d'autres parents au niveau des associations. Ils m'ont dit « lâche ». Ma fille était à 2 injections. On m'avait dit de les faire à 7h le matin et le soir. Alors je la réveillais. 7h, un premier de l'an, alors qu'on s'était couché à point d'heure, je réveillais ma fille, je la piquais, je la secouais. Je lui disais « maintenant tu manges ». Le fait de parler avec d'autres parents, d'entendre que les médecins ont leur objectif, mais que nous, il faut qu'on vive avec. Nous, on a envie de vivre en bonne santé, mais il ne faut pas oublier le vivre avant la bonne santé. Si pour être en bonne santé, on ne vit plus, et là aussi, ça me paraît intéressant d'entendre ça, et moi je me dis, mince, en tant que médecin, mince, si on passe à côté de ça, enfin voilà, ça elle le dit en off, la dame. Monique, 45 ans. Toute la question, c'est d'être confrontée à ses limites. Ces situations de maladie t'imposent des limites. Donc les médecins te disent « fais pas ci, fais pas ça, repose-toi ». Et là, tu te sens déjà figé. Et quand tu réussis, d'une manière ou d'une autre, à faire ci ou ça, justement, autrement dit, à aller à l'encontre des prescriptions, c'est là que tu prends conscience de ne plus être dans la catégorie des morts où ils t'avaient déjà placée, mais d'être encore vivante. Moi, ça me bouscule quand j'entends ça de la part des patients, sur la façon dont nous nous y prenons. Je ne veux pas vous abreuver de citations, il y en aura 1 ou 2 dans mon propos. Finalement, l'éducation thérapeutique, il ne s'agit pas tant d'inculquer aux patients de nouvelles compétences, ni de le rééduquer en fonction de normes arbitraires, mais de l'aider, par le biais de la relation, à retrouver ses capacités, à s'équilibrer dans le cadre de sa personnalité, afin de l'aider à faire face à sa maladie. Je me retrouve plus dans cette proposition. Alors, j'en reviens à la question, quels objectifs, quelle démarche? Il me semble que finalement, concrètement, ce qu'on essaye de faire avec les patients à travers l'éducation thérapeutique, il me semble, moi si je me pose la question, je suis contente si quoi au bout du compte? Je suis contente si j'ai aidé le patient à prendre soin de lui-même. Non pas pour qu'il soit juste capable de gérer au quotidien le traitement qu'on lui a prescrit, mais pour qu'il vive, qu'il grandisse, c'est un enfant au mieux avec sa maladie, et qu'il soit progressivement capable de prendre des décisions et de les mettre en œuvre, décisions qu'il juge favorables à sa santé, à son équilibre, et qui ne sont pas venues d'une norme extérieure. Autrement dit,
Il s'agit, me semble-t-il, de renforcer son pouvoir d'agir. Agir sur soi-même, sa relation aux autres, son environnement, trouver son espace de liberté, identifier et mobiliser des ressources personnelles chez ses proches, chez ses soignants, mener à bien ses projets malgré les contraintes et les embûches. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, que les patients apprennent à se soigner, etc. J'ai vu hier un reportage magnifique sur des patients en dialyse. C'est extraordinaire les compétences que les patients ont acquises. Donc je ne suis pas en train de dire... Simplement, si on ne réduit pas l'éducation thérapeutique à des apprentissages et à des compétences, on ne devrait pas, me semble-t-il, ne serait-ce que si on se réfère à la définition et aux objectifs qui en sont donnés il y a 20 ans par l'OMS. La seule façon de développer son pouvoir d'agir, c'est de l'exercer. La seule façon de développer son pouvoir d'agir, c'est de l'exercer. C'est s'entraîner. Maria Montessori, vous en avez entendu parler, elle est un peu à la mode en ce moment, elle revient à la mode. Maria Montessori, elle est connue comme une pédagogue assez géniale. Vous savez que c'était la première femme italienne à obtenir le diplôme de médecin. Donc à la base, elle est médecin. Ce que vous savez ou pas, c'est qu'une des choses qu'on doit à Maria Montessori, dans son travail avec les petits-enfants, c'est d'avoir développé le mobilier de classe adapté à la taille des petits-enfants. Avant, là, on mettait les enfants sur des tables et des chaises, hauteur d'adultes. Voilà. Et elle a eu le génie de penser à un mobilier de classe qui soit à la taille des enfants. Alors, pas seulement pour qu'ils puissent s'asseoir et se lever tout seuls, mais aussi pour qu'ils puissent déplacer les tables et les chaises à leur idée et découvrir ainsi leur pouvoir de décider et d'agir par eux-mêmes, sur eux-mêmes et sur leur environnement, et de prendre confiance dans leur pouvoir d'agir. Autrement dit, tant que notre action s'exerce sur l'autre, envers l'autre, ce que nous renforçons, c'est notre propre pouvoir d'agir. Nous ne l'aidons pas à développer sa capacité à agir, la sienne. Tant que j'installe l'enfant sur une chaise de grand, et tant que je prends les précautions pour qu'il n'en tombe pas, je prends soin de lui. Je ne l'aide pas à prendre soin de lui-même. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de prendre soin des autres. Hein. C'est juste que, voilà, il ne faut pas se tromper. Prendre soin et aider l'autre à prendre soin de lui, ce n'est pas la même démarche. Nous ne pouvons pas responsabiliser les patients. Ça m'énerve. Il y a combien de programmes on dit l'objectif, on va responsabiliser les patients, on va les autonomiser, on va les motiver. Pour moi, ce sont fondamentalement des verbes intransitifs. On ne peut pas autonomiser quelqu'un, c'est un contresens. La responsabilité, l'autonomie, la motivation, la capacité à faire des choix et à agir ne se développent ni par injonction, ni sur prescription, ni par de bons conseils. Si mon intention, c'est d'accroître le pouvoir d'agir du patient, je n'ai qu'une chose à faire. C'est pas simple, mais je n'ai que ça à faire. Et pour moi, c'est à ça que je dois dépenser toute mon énergie, créer les conditions qui vont lui permettre d'exercer ce pouvoir d'agir dans le moment même où nous sommes ensemble. Bon, je vais devenir vers du concret. Si on reste, vous vous souvenez dans Petit ours brun, la partie gauche, la démarche clinique, qui est une démarche qui est fondée sur l'expertise du soignant, qui est légitime. Les patients viennent nous voir en premier lieu parce qu'ils nous reconnaissent une expertise. À ce moment-là, ce qu'on nous a appris à faire et ce que nous savons bien faire, c'est interroger, recueillir des informations, on fait une anamnèse, on fait un interrogatoire, on fait une enquête alimentaire, on fait tout ce que on recueille des informations, on les passe à la moulinette dans notre tête, on les analyse, on se fait une idée de la situation du patient et on pose un diagnostic. C'est notre job et on est reconnu pour notre compétence dans ce champ-là. Et puis, à partir de là, on prescrit, on conseille, dans le meilleur des cas, on informe et on explique en même temps au patient, et puis on lui indique la marche à suivre. Comme on est un peu humain, on a appris à l'être, on encourage, on soutient, on réconforte en même temps qu'on fait ça. Et puis on supervise, on vérifie que ça marche, ce qu'on a prescrit. Typiquement, ce sont les 3 attitudes qui définissent, qui illustrent ce qu'est une démarche d'expert. Alors, on est en médecine, on pourrait dire la même chose. Si on va voir son garagiste pour faire réparer sa voiture, il va commencer à nous interroger, il va poser un diagnostic, il va dire ce qu'il faut faire, etc.
ce qu'est une démarche d'expertise. Et quand on fait ça, on prend soin du patient. Et c'est très bien. Et c'est quand même notre job premier. Maintenant, si on veut adopter une démarche qui va plutôt favoriser le fait que le patient prenne soin de lui, faire une démarche centrée sur le patient, d'abord, on va favoriser et soutenir l'expression du patient. Se mettre à l'écoute, mais ce n'est pas seulement se mettre à l'écoute, c'est plus actif encore que ça. C'est favoriser l'expression. Racontez-moi, raconte-moi, dessine-moi, tout dépend évidemment du patient et de son âge, etc. Se mettre à l'écoute du patient. Favoriser l'expression de son vécu, de son expérience, de ses émotions. Parce que l'enjeu, c'est que les échanges s'inscrivent, s'ancrent dans la réalité du patient, dans ses préoccupations, pas dans la maladie, le traitement tel que nous, on se le représente et on le voit. Favoriser et soutenir la réflexion du patient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez raconté qu'il s'était passé ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous comprenez ce qui s'est passé là ? Et en faisant ça, on va susciter la réflexion, le questionnement, mobiliser l'expertise du patient. Et puis, on va s'appliquer enfin à favoriser et soutenir la prise de décision. Quels enseignements vous tirez de tout ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait tenter ? Finalement, il s'agit d'aider le patient à imaginer des solutions, à trouver des ressources en lui-même ou dans son environnement, avec nous aussi. Nous, on est aussi une ressource pour lui, à construire des solutions concrètes et personnalisées. Ou comment aider le patient à prendre soin de lui-même. Et on n'est surtout pas dans le schéma de l'ETP Canada Dry. C'est pas juste, on reproduit la même démarche en élargissant le champ parce qu'on est dans l'éducation et pas seulement dans le soin. Ça relève vraiment d'une autre démarche. Juste pour finir, un exemple, il y a des ateliers souvent dans les programmes d'éducation thérapeutique. C'est intéressant d'analyser la façon dont les objectifs des ateliers sont formulés. Parce que d'emblée, ça nous dit si ils vont plutôt être centrés sur les contenus, les messages qu'on veut faire passer, ou s'ils vont être centrés sur les patients, les préoccupations des patients. Exemple, je ne les ai pas inventés, c'est des objectifs que j'ai trouvés dans différents programmes. À l'issue de l'atelier, chaque participant pourra citer les signes d'aggravation de la maladie et décrire la conduite à tenir. Connaîtra l'importance de se soigner et la fonction de chaque médicament qui lui est prescrit. Sera capable de composer des menus équilibrés avec une bonne répartition des groupes d'aliments dans la journée. Pourra décrire les bénéfices d'une activité physique régulière et les précautions à prendre pour la pratiquer. Alors sur les mêmes thèmes, on va essayer de voir des objectifs formulés autrement, plus centrés sur les patients. À l'issue de l'atelier, chaque participant aura obtenu des réponses aux questions qu'il se pose à propos de sa maladie. Aura trouvé des solutions aux difficultés qu'il rencontre dans la gestion quotidienne de son traitement. Aura décrit les changements d'habitudes alimentaires qu'il se sent prêt à expérimenter dans les 3 mois qui viennent. Aura repéré, analysé ce qui l'empêche de pratiquer une activité physique régulière et ce qui pourrait l'y aider. Vous voyez que sur les mêmes thèmes, la formulation d'objectifs, elle annonce quelque chose du déroulement de l'atelier. Et selon que l'atelier va être centré, on veut faire passer des messages, ou sinon l'atelier qui va plutôt être, on veut accompagner le patient dans le développement de son pouvoir d'agir. Dernier témoignage de patients ados. Voilà, c'était des ateliers d'éducation thérapeutique auxquels ils participaient. Bon, petit commentaire c'était bien, mais on parle trop de la maladie. L'équipe est sympa, mais qu'on fasse bien ou pas nos soins, on reste malade. Et on sent bien à travers, c'est des propos très brefs, qu'ils nous disent quelque chose, que c'est pas ça, qui les aiderait. Voilà, c'est pas ce qu'on a. Voilà. Bien sûr que si on centre les ateliers sur les patients, au bout du compte, il va être question de la maladie, des traitements, de l'alimentation, de je ne sais quoi. Bien sûr, on ne va pas parler de la culture des petits pois, on va parler, mais c'est complètement différent d'y entrer
à partir des préoccupations et de la vie des patients et s'ancrer dans la vie des patients plutôt que s'ancrer dans un savoir médical ou qu'on veut transmettre. C'est complètement différent. Une autre citation. Philippe Lecor, qui a enseigné la plus grande partie de sa carrière à l'école de santé publique à Rennes, l'école des hautes études en santé publique maintenant. L'éducation du patient, finalement, n'est rien d'autre qu'un projet partagé, dans une dynamique progressive d'échange et d'écoute. C'est l'autre qui sait où il peut aller. Nous ne pouvons que l'aider à explorer les voies qu'il peut emprunter. L'action éducative ne peut alors se résumer à la construction de compétences d'un individu, fût-elle psychosociale, définies à l'avance par des experts. Il s'agit davantage de créer les conditions pratiques d'une entrée en relation entre professionnels et les personnes concernées, pour les aider à élaborer, face aux questions qu'ils se posent, une réponse qui soit la leur aux patients et aux soignants. C'est de la rencontre de ces subjectivités qu'une relation éducative peut se construire. L'éducation, c'est d'abord une relation entre des sujets. Ce n'est pas l'un qui est l'objet de l'éducation de l'autre. Là, je vous ai juste mis pour résumer, et puis après, il y aura juste un dessin. Ça, c'est un enseignement que j'ai eu à assurer pendant plusieurs années à l'Université catholique de Louvain, dans un master d'éducation thérapeutique. Et dont l'objectif général du cours que je dispensais, c'était 60 heures de cours, c'est pas moi qui avais rédigé l'objectif général, mais il était formulé comme ça. Être capable, en tant qu'individu, mais aussi en tant que professionnel et scientifique, de se dégager du système de représentation à propos de la santé et de la maladie qui nous est propre. Parce que c'est une condition pour pouvoir accéder au système de représentation du patient. Et ça, c'est un dessin qui est dans un livre une des éditions du livre de Jean-Philippe Assal et Anne Lacroix sur l'éducation des patients. Et on voit, donc c'est un dessin réalisé par une patiente adulte. Le docteur efficace apprend à regarder avec les lunettes des patients. C'est une autre façon de dire l'objectif général de l'enseignement dont j'avais la responsabilité, que je citais juste avant. Voilà. Je finirai là-dessus. C'est juste pour dire, vous voyez, par rapport au programme et tout ça, tout à l'heure j'entendais, mais finalement c'est pas possible que tous les patients y bénéficient d'éducation thérapeutique. Ça, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais avec les programmes. On sait bien le nombre de malades chroniques. On n'a pas fait le rapport là entre ceux qui ont pu intégrer un programme d'éducation thérapeutique et le nombre, mais c'est juste, c'est absolument une goutte d'eau. Moi, je pense vraiment que l'éducation thérapeutique, elle doit en premier lieu être incorporée aux soins. Et que si elle est authentiquement incorporée aux soins, ça veut dire que tous les patients qui viennent se faire soigner chez nous, ils en bénéficient d'éducation thérapeutique, forcément. Alors, je ne balaye pas les questions de financement, etc. Bien sûr qu'il faut des financements. À mon sens, il faudrait surtout des financements pour permettre aux gens de travailler ensemble. Parce qu'on dit que c'est une pratique pluriprofessionnelle, mais est-ce qu'on a encore les moyens actuellement de vraiment passer du temps à réfléchir à ce qu'on fait en pluriprofessionnalité? Il faut aussi des moyens si on fait des ateliers de groupe, etc. Mais je pense vraiment, l'éducation thérapeutique, pour moi, les programmes, c'est génial, les programmes, la loi de 2009 et tout ça, parce que c'est venu quelque part systématiser, ça a permis un développement important. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que ça nous a fait appréhender l'éducation thérapeutique uniquement à travers des programmes. Alors que pour moi, l'éducation thérapeutique, elle est en premier lieu dans la façon dont nous travaillons avec les patients que nous recevons et dans les échanges que nous avons dans le quotidien du soin. Voilà. Juste, c'est la dernière chose. En octobre dernier, nous avons eu une journée, c'est la 3e fois que nous organisions ça à l'AFDET, une journée de rencontre avec les UTEP d'un petit peu partout en France. Et en fait, on avait désigné cette journée réinventer le TP. Et à l'issue de ça, donc, il y avait une centaine de personnes réunies à Lyon. Et on a pu rédiger un texte, c'est un plaidoyer, justement, un certain nombre de recommandations pour
faire évoluer le cadre de l'ETP pour répondre à toutes les difficultés que vous avez pointées avec l'exposé précédent. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite, il est sur le site avdet.net, vous pouvez consulter ce plaidoyer. Donc c'est un plaidoyer qui prend la forme de 20 recommandations que nous faisons sur la façon dont ça serait intéressant de faire évoluer le dispositif ETP. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour ce topo qui a bien pointé la confusion qui est quand même assez régulièrement faite, notamment parmi les médecins, sur ce qu'est l'explication médicale ou des soins un peu approfondis. L'éducation thérapeutique, ce n'est pas ça, enfin, ce n'est pas que ça, tout au moins. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, Quand on discute entre collègues, souvent on se dit entre nous, mais finalement on fait de l'ETP clairement déjà dans nos consultations pour les sorties de patients, ça ne sert à rien de faire plus. Ce qui ressortait quand même de nos échanges, c'était que les 2 points positifs principaux qui nous poussent à aller vers cette ETP, en dehors du financement très important, c'est la structuration que ça amène finalement à notre pratique, l'élaboration d'outils, etc., et la remise en question de notre manière de faire. Voilà, moi, c'est les 2 points qui me disent il faut qu'on y aille, même si notre ETP existe à 80%, 90% déjà, il faut qu'on arrive à le structurer pour que ça fonctionne. J'entends bien ça. Nous faisons beaucoup de formations d'équipe. La quasi-totalité des formations que nous faisons à l'AFDET sont des formations d'équipe. Donc c'est nous qui nous déplaçons auprès des équipes pour former tout le monde en pluriprofessionnalité. Et en fait, on a des équipes qui... On fait ce travail-là, c'est-à-dire on fait ce travail d'analyser qu'est-ce que vous faites déjà, qui fait quoi, et comment on pourrait structurer les choses mieux. Et puis certaines équipes veulent aller jusqu'à déposer un programme. On a de plus en plus d'équipes qui renoncent à déposer un programme. Pardon, monsieur Aymon, mais qui disent, mais nous, ça nous intéresse, la démarche d'éducation thérapeutique, et on est content de faire cette formation et de revisiter nos pratiques et de réfléchir et de les structurer, de faire que ça ne soit pas soumis aussi aux aléas, j'ai pas le temps et je fais pas, enfin voilà, que ça soit vraiment quelque chose de structuré. Mais, je suis regret de le dire, il y a un bon nombre d'équipes maintenant qui disent, nous on fait de l'éducation thérapeutique, mais on n'a pas envie de se lancer dans la lourdeur administrative du dépôt de programme, surtout quand en plus les financements vont pas être à la clé, quoi. Non, je voulais juste rebondir sur le fait qu'on fait tous de l'éducation. En fait, une fois qu'on la met en place, on se rend compte qu'on ne fait pas de l'éducation en consultation. Et en particulier, nous, on anime des ateliers de groupe. Je vais donner 2 exemples. On n'est pas malade, donc on ne sait pas ce qu'ils vivent. On avait animé un atelier de groupe et il se trouvait que c'était des adolescents qui avaient des atteintes périnéales et qui n'arrivaient pas à s'asseoir en classe. Moi, j'ai pas d'atteinte périnéale, je ne sais pas quoi leur proposer. J'ai une petite idée, mais mon idée, c'est la bouée de la pharmacie. Mais j'ai bien fermé ma bouche et j'ai attendu de voir ce qui venait. Et en fait, les mamans entre elles ont dit « Non, mais attends, tu peux pas faire ça. Achète-lui le tour de cou de l'avion, un rigolo, elle va à l'école avec, c'est discret, elle le met et ça passe crème. » Donc ça, c'est le premier truc. Et le dernier, c'était le dernier atelier qu'on a fait de groupe. C'était un atelier où les gens venaient pour soi-disant comprendre ma maladie. Donc on a un truc tout fait, tout beau, où on leur explique tout comme il faut. Et en fait, suite au tour de table, on s'est rendu compte qu'en fait, eux, ils venaient chercher pas du tout comprendre ma maladie. Ils venaient chercher comment savoir vivre avec ma maladie tous les jours. Et en fait, le rôle des éducateurs, on a été là pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop de bêtises qui se disaient. On les a accompagnés et en fait, ils sont sortis là hyper contents parce qu'ils se sont donné des trucs. Et c'est ça, en fait, l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont acteurs et qui se guident. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte de tout quand on fait de la consulte. Et moi, j'ai découvert, par exemple, lors de cet atelier, alors que je m'occupe de maladie de Crohn depuis longtemps, avec du modulène depuis longtemps, que suite à ça, en fait, ils développent des phobies alimentaires et que c'est pas si simple. Donc, du coup, ils nous enrichissent, on les enrichit et ça enrichit nos pratiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment quand même formaliser le TP. Question, non? C'est pour dire qu'il y a un café. C'est pas une question, ça, c'est une affirmation. Il faisait des signes, il ne comprenait pas ce qu'il voulait, on est en retard, j'allais enchaîner.
Donc, quand on aura fini les questions, il y a un café qui est prêt à la sortie, mais je pense que tout le monde sera content d'en prendre un, même s'il est un peu tard. Et par contre, on fait 5 minutes de pause, pas plus. C'est ça qui est le plus important que je voulais dire. D'autres questions? Je voulais juste rebondir un peu sur les deux choses qui viennent d'être dites. En fait, c'est pas du tout antinomique, c'est-à-dire que on peut pas dire l'éducation thérapeutique, c'est ça en fait. Je crois que c'est une nouvelle manière aussi de voir la médecine. Je pense que au-delà même de l'éducation thérapeutique, c'est nous en tant que soignants, et je me dis au sens large, c'est comment on fait de la médecine aujourd'hui. Et faire de la médecine aujourd'hui, c'est pas donner un traitement. Dire c'est comme ça. Et ça va au-delà de l'éducation thérapeutique. Tout ce que vous nous avez présenté, en fait, c'est en effet, c'est comprendre, essayer de comprendre et essayer de mettre le patient au centre. Et le TP, ça, on va dire, ça formalise certaines choses, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Noël. Quand même, on en fait ce que vous dites là. On le fait, pas forcément de manière formalisée, mais et c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est aussi en écoutant des patients. Je pensais à Monsieur Balès, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps. C'est aussi ça qui fait qu'on change aussi notre manière de faire. Alors, c'est pas toujours bien formalisé, mais c'est un tout, quoi. Oui, on a besoin de l'ETP pour quand même essayer d'aider à apporter certaines compétences, hein, apprendre à faire des branchements et des branchements sur un cathéter central. On doit quand même apporter de la technique là-dedans. Enfin, mais c'est vrai que c'est une nouvelle manière d'envisager la médecine. Je vais réagir simplement. Je pense que, parce que j'en suis convaincu, ce qui est important, c'est la formation, à mon avis. Là, parce qu'en fait, vous en faites, oui, mais s'engager sur une démarche de pouvoir d'agir, de développer, faire des entretiens motivationnels, etc., ça, c'est d'autres compétences. Voilà. Et tout le monde, enfin, et donc, en fait, on sait qu'il y a de l'ETP, on sait qu'il y a autre chose en dehors de l'ETP, on sait qu'il y a des pratiques éducatives en ville, mais on se rejoint sur un certain socle de compétences et ce qu'on veut identifier, ce qu'on veut faire avec le patient. C'est surtout ça. Merci. Donc on va peut-être faire la pause café alors avant le prochain topo. 5 minutes. 5 minutes, pas plus.